c'est entre les... Ah oui, je me dis. En fait, c'est pas des réunions qui citent que la com, mais on peut faire un point com. Tout le monde peut éteindre son micro, s'il vous plaît. Céline, On va Agathe, démarrer. bonjour. Merci d'éteindre les micros. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce premier webinaire de la série. Moi, je m'appelle Florian Resken, je suis le chargé de programme et de partenariat au niveau de Agricord Secrétariat. Donc, malheureusement, Katia n'a pas pu se rendre disponible pour faire un petit mot d'introduction pour le webinaire. Donc, voilà, moi, c'est avec plaisir que je vais le faire à sa place et au nom d'Agricord. Alors, donc c'est un plaisir pour moi aussi de venir discuter avec vous aujourd'hui de tout ce qui touche à la formation des leaders paysans et plus spécifiquement, à comment est-ce qu'on rend une formation de leader paysan efficace? Comment est-ce qu'on construit une formation efficace? Euh, donc, comme vous l'avez entendu en préambule, il s'agit ici d'un premier épisode d'une série. Donc, cela implique qu'il va y avoir d'autres webinaires, donc une série de plusieurs webinaires. C'est organisé dans le cadre d'un processus de capitalisation et de partage d'expérience au niveau de l'Alliance d'Agricord. Donc, tout au long de cette série, en fait, les thématiques qui ont été retenues, donc sur lesquelles les webinaires vont porter, seront liées à soit la formation de leaders paysans ou alors à l'accompagnement économique et à l'accès au financement des OP. Donc peut-être, comme je sais qu'il n'y a pas énormément de temps pour ce mode d'introduction, je vais quand même remettre un tout petit peu de contexte à ce processus de capitalisation qui a été lancé. Donc il faut savoir qu'à l'origine, ce processus était uniquement limité au programme que vous connaissez sous le nom de CEPOP, donc Service et Plaidoyer pour les organisations paysannes. Donc des travaux de capitalisation avaient déjà été démarrés par les WISAGRI agences qui sont membres du programme. Et ensemble, ils avaient décidé de retenir trois thématiques transversales pour tout le programme. Donc ces thématiques, il y avait la thématique d'action sur le climat, avec notamment l'outil qu'on a au niveau d'Agricord de Building Resilience. On a également aussi une thématique, celle qui nous amène Agora ici entendi. aujourd'hui sur la formation Não, é des que eu tava fazendo uma reunião do CEPOP, né? Oui. Agora de manhã também. Et l'accompagnement économique et l'accès au financement des OP. Donc voilà, il faut que vous sachiez que c'est un processus qu'on a voulu ouvrir à l'ensemble des membres de l'Alliance Agricord, parce que voilà, au fur et à mesure de l'avancement des groupes sur les thématiques, on s'est rendu compte qu'il serait vraiment dans l'intérêt de tous de pouvoir partager et discuter sur ces expériences communes qu'on a tous sur ces thématiques-là, sur ces deux thématiques. Et donc, c'est un peu dans ce cadre qu'est organisé le premier webinaire de la série. Donc, je vais laisser, bien sûr, Adeline, qui sera la modératrice de la séance d'aujourd'hui, vous expliquer peut-être un peu plus en profondeur de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on va rentrer dans ce webinaire-là. Mais voilà, en tout cas, je voulais rappeler à tout le monde que c'est quelque chose d'itératif et où on va avoir pas mal de partage d'expérience. Donc, n'hésitez pas à parler quand ce sera dans les moments prévus pour et à partager avec nous vos expériences sur la formation des leaders paysans. Merci Florian. Donc bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc je vais me présenter. Donc je suis Adeline Lhomme, chargée de projet à FERT, basée au siège à Paris. Donc je vais vous rappeler aussi quelques règles pour ce webinaire. Donc c'est un webinaire d'1h15 avec 2 présentations de 20 minutes
suivi de 10 minutes de questions-réponses. Donc, dans les petites règles, c'est de bien veiller à fermer vos micros pendant ce temps qu'il y a des interventions. Également, si vous avez un souci technique ou autre, ne pas hésiter à utiliser le chat. Et puis, lors des présentations aussi, si vous souhaitez intervenir, poser une question, vous pouvez poser la question dans le chat. Lors des phases de questions-réponses, de bien veiller aussi à lever la main, à vous signaler pour qu'on puisse bien animer cette phase-là et que tout le monde puisse intervenir. Donc aujourd'hui, nous accueillons 2 présentations sur la thématique de la construction d'un parcours de formation. Donc c'est de formation au leader paysan, c'est 2 expériences de Madagascar avec des expériences assez abouties. Donc pour la présentation du réseau Souffle, c'est Rids qui va intervenir et pour l'expérience de Formagri, Tahir qui va nous présenter cette expérience-là. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Yurizoussou et Ritz pour faire la présentation. Merci. Merci Adéline. Donc moi, Ritz, chargé de mission dessous, responsable de la mise en œuvre du projet CEPOP et surtout de la formation à la prise de responsabilité. Donc, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui l'expérience dessous sur la construction des formations efficaces pour les leaders dopés. Et donc, sans tarder, ma présentation d'aujourd'hui par rapport au succès, ça va commencer par la présentation générale dessous, les plans de notre présentation, les contextes et les enjeux autour du parcours de formation, la démarche et les démarches par rapport aux constructions des parcours, l'évolution des modules de formation compte tenu des différents parcours que nous avons élaborés jusqu'ici, les quelques résultats atteints, les principaux enseignements qu'on peut tirer, et un dernier point, c'est les quelques points d'attention par rapport à l'élaboration des parcours. Rapidement, sous un syndicat des organisations agricoles qui intervient à Madagascar avec 34 OP membres répartis dans 13 régions, composés de d'environ 30 000 exploitations agricoles familiales. Soit intervient sur 4 principaux axes stratégiques. Donc, le premier axe, c'est garantir les places de sous en tant que syndicat dans le processus d'élaboration des politiques agricoles à Madagascar. Le deuxième axe, ça concerne le renforcement de l'ancrage de sous à la base par la promotion de tout ce qui est installation de jeunes et de femmes, la structuration des OPR membres et la promotion de l'accès aux services de sous. Et le troisième axe stratégique, c'est en lien avec notre réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des dirigeants du réseau sous. Et le dernier axe porte sur la communication, la visibilité du réseau sous en termes d'action de communication efficace. Par rapport au contexte et aux enjeux, pourquoi soit mis en place les parcours de formation, c'est que en tant que syndicat, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, l'objectif soudé, c'est d'être des forces de proposition dans l'élaboration des politiques publiques à Madagascar, ainsi que sa mission dans la défense des intérêts des CAF, membres surtout. Et donc, par rapport à cela, les membres de sous sont souvent... Les membres dessous sont souvent invités dans des réunions en lien avec l'élaboration des politiques nationales où les enjeux sont en constante évolution. Et donc, en parallèle, sous participe aussi dans des réunions des groupes thématiques comme les comités directeurs sur le conseil, les groupes thématiques changement climatique. Et au fur et à mesure des participations des élus dans ces réunions-là, on constate des manques de compétences spécifiques des élus pour mieux peser dans les discussions sur certaines thématiques. De même, les partages des responsabilités au sein des OP sont souvent mal définis aussi, et en conséquence, les activités des OP reposent sur quelques élus compétents uniquement. On constate aussi des manques de compétences dans la gouvernance interne des OP,
À côté de tout cela, le vieillissement des dirigeants au niveau des OP qui nécessite la préparation déjà de la relève au sein des OP et la faible représentation de femmes, surtout aussi dans les instances de décision. Et en dernier lieu, les formations proposées sous forme de packaging n'est pas vraiment adaptées aux besoins des élus, puisque les parcours de formation devraient être adaptés aux besoins des responsables adoptés. D'où la décision dessous de mettre en place divers parcours de formation jusqu'à maintenant. Et donc, il y a en premier lieu, il y a les parcours destinés aux responsables adoptés nationaux, régionaux, c'est-à-dire les administrateurs. Il y a un parcours destiné pour les jeunes, hommes ou femmes, qui sont prévus pour devenir des futurs responsables au sein des organisations paysannes. Et on va entamer les démarches par rapport à la construction du parcours. Donc, pour la construction du parcours, il y a 4 principales étapes qu'on devrait passer pour parvenir à l'élaboration du parcours et à l'évaluation des parcours de formation. Et donc, sous la première étape, ça commence toujours par l'analyse des besoins, des formations des responsables paysans et la transcription de ces besoins en termes de champs de compétences. Lors de cette première étape, mobilise un consultant pour effectuer une analyse bibliographique, établissement des référentiels de responsabilité d'un leader et mène des enquêtes, des entretiens de groupe afin de déterminer les besoins de formation, les types de formation pour pouvoir répondre à ces besoins, ainsi que les mécanismes conditionnant l'apparition des relèves et en dernier lieu, l'élaboration des référentiels la plus représentative de la réalité. Et donc, après avoir mis en œuvre les activités dans cette première étape, soit entame une deuxième étape sur l'élaboration du parcours. Il s'agit de transposer, il s'agit de décliner les champs de compétences déjà identifiés en modules de formation. Et lors de cette deuxième étape, mobilise un consultant et qui collabore avec des centres de formation partenaires dessous pour l'élaboration des parcours et l'élaboration des modules de formation et en lien avec les parcours. À titre d'exemple, sur le premier parcours dessous, les champs de compétences étaient sur le plan syndical, défendre une position, comprendre les stratégies des politiques agricoles, créer une alliance et analyser les enjeux. Le deuxième champ de compétences, c'est dans le domaine technique, approche filière, commercialisation. Et le troisième champ de compétences, c'est sur la gestion d'une OP. Et donc, à partir de la deuxième étape, on dispose d'un parcours de formation avec les différents modules. Pour la troisième étape, il s'agit de déployer, mettre en œuvre le parcours de formation sous forme de formation décentralisée avec de collaboration avec des centres de formation locaux surtout et des centres de formation partenaires dessous. Et donc, il s'agit de promouvoir l'égalité des chances pour la participation des femmes et des jeunes à la formation également. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la mise en œuvre de parcours de formation, c'est entre 2-3 ans en moyenne pour les sous-sous. Et après cette étape, il s'agit pour sous d'entamer l'étape 4 qui consiste à l'évaluation des parcours de formation. Cette évaluation consiste à comment déterminer l'écart entre les compétences acquises et les compétences attendues au regard des enjeux nationaux, des objectifs dessous. Et donc, pour ce faire, on mobilise à nouveau un consultant. Et donc, l'objectif de l'évaluation, c'est pour s'assurer de la pertinence et de l'efficacité du parcours, l'évaluation périodique est indispensable, comme je viens de dire tout à l'heure, pour une période de 2 à 3 années de mise en œuvre. Donc, lors de cette étape, les consultants rassemblent les avis des responsables adoptés
à travers des ateliers, des consultations, effectue des enquêtes aussi auprès des différentes structures, comme les centres de formation qui travaillent avec sous ou non, les ministères, les personnes ressources. Et donc, les recommandations, les suggestions sont prises en compte. Et après cette étape 4, il s'agit de revenir sur l'étape 2, qui consiste dans la consolidation du parcours de formation après cet exercice d'évaluation. Lors de l'ajustement, lors de cette étape 2, il s'agit de consolider le parcours en suivant l'évolution du contexte et les nouveaux besoins de formation identifiés par les élus et les responsables de dessous. En gros, c'est les 4 étapes qui consistent qui sont méthodologiquement utilisées par sous pour l'élaboration de son parcours de formation. Les champs de compétences ont connu des modifications compte tenu de l'évaluation de parcours, compte tenu des révisions de parcours. Par exemple, pour le de parcours responsable d'OP et jeune à la prise de responsabilité, le parcours a été élaboré en 2016 et les champs de compétences se trouvent dans la deuxième colonne que je venais d'expliquer tout à l'heure pour la première colonne. Pour la prise de responsabilité des jeunes, les champs de compétences, c'est la prise de parole en public, développer des stratégies efficaces au sein des OP, assurer le fonctionnement interne de l'OP. Et les modules de formation se trouvent dans l'avant-dernière colonne sur la communication et savoir-être, mener une réflexion stratégique, intégration dans les réseaux professionnels et territoriaux, mission et gestion des OP, OP et politique agricole. Donc, les modules de formation en haut, c'est connaissance de soi, communication interpersonnelle, gestion de conflits, technique d'argumentation, de persuasion, technique d'animation de groupe, conduite de réunion et assurer le fonctionnement de l'interne de l'OP. Ces 2 parcours ont été déployés par sous à partir de 2016 et ont fait l'objet d'une évaluation en 2020 lors du démarrage du projet CEPOP. Et donc, lors du démarrage du projet CEPOP, sur la deuxième colonne, la première ligne, les champs de compétences entre les 2 parcours ont été consolidés en 4 champs de compétences: communication et savoir-être, mission, gestion des OP, OP, politique agricole, l'AIF, et réseaux professionnels. Par contre, les modules de formation ont été consolidés à travers des modules en tronc commun, par exemple, les connaissances de soi et des autres, communication interpersonnelle, et des modules spécifiques jeunes, à titre d'exemple, la culture entrepreneuriale, EAF, les réseaux professionnels, des modules spécifiques élus portant sur la gestion de ressources humaines et sur la sécurité sociale, et des modules optionnels sur OP politique agricole. Donc, à l'issue de cette évaluation, en 2023, après la mise en œuvre de la première phase du projet CEPOP, soit réalisé une deuxième évaluation du parcours utilisé dans la phase 1 de CEPOP. Et toujours dans la première colonne, en 2023, les champs de compétences sont au nombre de 4, dont la communication, la plaidoirie, l'appui aux membres, la gestion des OP et les modules de formation que nous utilisons actuellement en cette année 2024, c'est communication, développement personnel, plaidoyer lobbying, organisation paysanne, entrepreneuriat agricole, suivi accompagnement par rapport aux techniques de production et politique et développement. Et donc, c'est le parcours qu'on utilise actuellement. En passant par quels sont les résultats que nous avons atteints jusqu'à ici, c'est qu'il y a des résultats quantitatifs et des résultats qualitatifs.
Et donc, les résultats quantitatifs, c'est le nombre de parcours que soit élaborés jusqu'à maintenant depuis 2016. Ils sont au nombre de 4. Les responsables d'OP formés, c'est 107 élus, composés de 60 élus régionaux et 47 membres du conseil d'administration dessous. Le nombre de jeunes formés à la prise de responsabilité, c'est 79 jeunes. Le taux de participation des femmes aux sessions de formation se situe entre 30 et 40%. Le nombre de enjeux suivis par sous, c'est au nombre de 7. Donc, changement climatique, foncier, semences, fonds de développement agricole, installation des jeunes, coopératives et formation agricole et rurale. Du point de vue qualitatif, à partir de l'exploitation des fiches d'évaluation, on a pu évaluer que les taux de satisfaction étaient autour de 80-90%. Les modules, les binômes techniciens élus parmi les modules de formation sur la gestion des OP, parmi les thèmes très appréciés par les participants, la formation décentralisée organisée partout dans le cadre du CEPOPA permet la prise en compte des enjeux régionaux qui sont différents des enjeux nationaux suivis par sous. On constate aussi une augmentation significative de la participation des femmes dans les formations des responsables d'OP. La prise de responsabilité des jeunes est en nette augmentation au niveau des OPR membres du sous et au niveau national. La consolidation des parcours de formation suivant la vision de sous et les enjeux nationaux. Quels sont les principaux enseignements que nous avons pu tirer de ces expériences? Donc, ce qui a marché, c'est que l'importance de la collaboration avec des centres de formation locaux et la mobilisation des personnes ressources à de divers horizons. En effet, la collaboration avec les centres de formation locaux permet à une montée de compétences aussi des centres de formation locaux qui travaillent avec sous et qui permet aussi une meilleure reconnaissance des OP par les acteurs d'un territoire. La formation en alternance répartie sur toute l'année permet une meilleure assimilation des sessions de formation par les participants et une gestion des absences au niveau des exploitations pour les participants à la formation. Les stages en tant qu'observateur aux réunions statutaires régionales et nationales permettent une meilleure imprégnation et favorisent les échanges entre les administrateurs déjà en fonction et les jeunes aussi. La mise en situation au démarrage de la formation via des jeux de rôle et des coachings individuels par les formateurs permet une meilleure intégration des participants à la formation. L'intégration de rencontres institutionnelles dans la formation permet une meilleure reconnaissance par les participants des acteurs au niveau des territoires, à savoir, par exemple, les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans une région, les ministères au niveau national, les projets et programmes. Un fort intérêt des participants aussi sur les enjeux nationaux que nous avons constatés, tels que les financements ruraux, l'accès aux fonciers et les changements climatiques. Quelles sont les limites que nous avons constatées dans la mise en œuvre du parcours? C'est que les coûts de formation en premier lieu, qui se décomposent en prise en charge des élus et des jeunes, l'honoraire des formateurs, la mobilisation de personnes ressources. La mobilisation de personnes ressources de haut niveau constitue une limite aussi, par exemple, quand on réalise des formations sur les politiques agricoles, il y a toujours des problèmes de disponibilité au niveau des responsables, que ce soit au niveau des ministères. Il y a aussi un manque de compétences au niveau national par rapport à cette thématique. Et la durée de mise en œuvre du parcours de formation, la période de formation devrait s'adapter avec les campagnes culturelles pour s'assurer d'une participation, meilleure participation de toutes des responsables paysans et des jeunes. Et ça nécessite une concertation avec l'organisme formateur, c'est-à-dire le centre de formation, pour une courte période, du fait qu'il faut ajuster les calendriers de formation avec les calendriers culturels aussi.
Et en dernier lieu, les difficultés pour les femmes de s'abstenir souvent de son exploitation pour participer aux sessions de formation. Et donc, les principaux enseignements qu'on peut tirer, c'est quelques points d'attention par rapport au parcours. Donc, lors de l'élaboration des parcours de formation initiale dessous, les difficultés, c'est l'émergence et la compréhension des besoins de formation, et des très complexes du fait des attentes diverses, suivant les logiques des responsables paysans, les questions genre et positions sociales, économiques, les niveaux d'éducation. D'où l'importance pour nous de réaliser des enquêtes individuelles et des réunions de groupe pour affiner la compréhension des besoins de formation et faire émerger une vision concrète des leaders. Dans la construction de la formation aussi, il faut une meilleure articulation avec la stratégie nationale de la formation agricole et rurale pour s'assurer d'une meilleure reconnaissance du parcours au niveau national. Ce qui est important aussi, c'est que la prévision d'une évaluation du parcours de formation, et en fait, il est important que le parcours soit flexible et s'adapte continuellement aux objectifs de show, ainsi qu'à l'évolution des enjeux nationaux. Et la consolidation du parcours permet de disposer d'un parcours qui tient compte à la fois de objectifs du show suivant son projet professionnel et tenir compte en même temps des enjeux nationaux. Par rapport à la mise en œuvre des parcours de formation, il faut tenir compte et bien intégrer l'implication des opérateurs dans l'identification des participants à la formation des responsables d'OP, l'application effective de l'approche APC qui est en vogue actuellement et qui est vraiment importante dans la mise en œuvre de la formation. Et des formations de formateurs sont prévues avec les centres de formation avant de mettre en œuvre les parcours. La mise en place d'un dispositif de suivi, accompagnement et évaluation et accompagnement post-formation est vraiment important aussi, puisque cela permet la mise en place d'un accompagnement des personnes formées, même après la formation, et de s'assurer d'une réussite et de transmission des compétences vers les personnes formées. En dernier lieu, c'est la sensibilisation des OPR, surtout par rapport à la valorisation des personnes formées, du fait que, en particulier les jeunes et les femmes, du fait que il ne faut pas penser toujours à former, mais il faut que les OP valorisent les personnes formées et les responsabilités peuvent commencer à partir de auprès des commissions dans une OP, au niveau des OP de base, au niveau des OPR et finalement peut-être au final c'est au niveau national. Je vous remercie de votre attention et moi avec mes collègues qui sont en ligne sont disponibles à répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci Redis pour cette présentation très complète et claire. Donc, j'ai demandé aux participants si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, que je puisse vous donner la parole. Alors, pour l'instant. Ou sinon, vous pouvez aussi poser la question directement dans le chat si vous le souhaitez. Oui. Donc, si c'est Bakary, vous pouvez poser votre question. OK. Merci. Merci pour la présentation. Je pense que peut-être que moi, je suis Bakary Cissé, je suis de Trias, West Africa. On avait eu à recevoir une délégation de Madagascar de la part de FERT en 2017 et on en a échangé un peu sur cette méthodologie. En tout cas, j'apprécie très bien la manière, mais j'avais une préoccupation sur la prise en compte de la relève, puisque j'ai compris qu'il y a deux parcours. Il y a le parcours pour les leaders déjà et le parcours pour les jeunes. Maintenant, comment, à cette étape-là, je
je vois ces deux parcours et les jeunes doivent prendre la relève. À cette étape-là, comment se gère cette prise de relève-là? Parce qu'il y a les leaders qui sont formés pour bien gérer l'organisation. Les jeunes également sont accompagnés pour qu'ils puissent prendre la relève. Comment ça se fait actuellement? Est-ce qu'il y a un choc? Est-ce que ça se passe bien? Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Merci à vous. Je regarde, je vois pas d'autres mains levées, donc peut-être Rids, où on va prendre une série de questions. Donc il y a une question aussi d'Éric Massime, vous pouvez également poser votre question. Voilà. Merci beaucoup. C'est Eric de AFDI Burkina. Merci pour la présentation. Elle a été très intéressante et j'étais d'accord sur vraiment tout le déroulé de la présentation. Merci à ce collègue de Madagascar. Du reste, je ne sais pas si c'est une contribution, mais c'est des préoccupations quand même. Quand il citait les limites, il a cité le coût de la formation, en fait. Et je partage évidemment cela avec lui, mais également la question de la durabilité de la formation, puisqu'on parle de formation efficace. La question de la durabilité, c'est-à-dire en termes de pérennisation et de l'ingénierie de la formation, et également de l'impact des formations. Et notamment sur l'impact, je me préoccupe particulièrement sur la cible. Bien qu'on ait parlé des leaders paysans, est-ce que l'impact qui est finalement un dispositif lié à la question de la durabilité ne nous impose pas d'être véritablement plus sélectifs sur finalement les cibles liées aux formations? À l'expérience, on a l'habitude d'appeler tous les leaders à toutes sortes de formations. Est-ce que, par expérience de ceux qui ont piloté des formations et qui ont eu la possibilité de mesurer les impacts, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être véritablement plus sélectif sur les cibles? Et puis, en dernière position, je vois bien l'ordre. C'est d'abord effectivement l'identification des besoins de formation. C'est également la préparation de la formation, module formateur, définition des objectifs. Et je voudrais poser ma seconde question à ce niveau. Finalement, est-ce que la contrainte budgétaire n'est pas en amont et en aval de la définition de l'objectif? Je pourrais m'exprimer et expliquer ce point de vue, mais bon, on n'a pas tout le temps. J'estime que finalement, si on veut faire une formation, par exemple, sur une question technique, plusieurs objectifs peuvent être intéressants d'aborder, mais on peut être limité en fonction de l'enveloppe budgétaire et donc amené à être réduit dans le développement des modules, en fait. Merci pour vos questions. Merci. Est-ce qu'on prend... je ne vois pas de main levée, donc peut-être, Rids, je vais te demander si tu peux répondre aux questions. Donc, on a une première question sur la prise en compte de la relève au sein des OP avec les jeunes. Une autre question donc, par rapport à la problématique du coût de la formation et comment donc assurer une formation pérenne, viable, autant par rapport au coût, mais aussi sur l'ingénierie de formation qui est mise en place. Avec l'impact des formations, cette question de savoir est-ce qu'il faut être sélectif sur la cible des participants aux formations et comment vous gérez ça avec la contrainte budgétaire. Rids, je te laisse. Merci Adeline pour la question. Donc, pour répondre à Bakary, c'est que la préparation de relève fait partie des préoccupations des SOP à Madagascar. Moi, je pense que ce n'est pas au niveau de SOU uniquement, mais au niveau d'autres SOPF aussi. Mais donc, pour répondre à cette question, c'est que c'est une question cruciale là maintenant, puisqu'il faut préparer la relève, comme je dis tout à l'heure, que l'éditeur vieillit
il faut donner place aux jeunes. Et même le fait de donner place aux jeunes, ça demande du temps aussi, puisque l'acceptation de la prise de fanion entre les jeunes et les leaders n'est pas une question facile aussi. Et donc, pour contourner toutes ces contraintes-là, c'est en parallèle à la formation à la prise de responsabilité, sous développe depuis 2014 un programme d'installation des formations et d'installation des jeunes. Et donc, ce programme-là, c'est à la fois permet à aider les jeunes à s'installer, à développer une exploitation. Et c'est là que sous repère avec les opérateurs membres, les jeunes qui ont le potentiel de devenir des leaders. Et donc, on constate que avec ces projets d'installation de jeunes, il y a des retombées aussi pour d'abord le rajeunissement des membres de l'OP, puisque soit installe à peu près 150 jusqu'à 200 jeunes par an à travers des programmes de formation avec les OPR. Et donc, ça rajeunit automatiquement le nombre de membres de chaque OP, puisque à chaque année, il y a une vingtaine ou trentaine de jeunes qui intègrent l'OP et qui bénéficient d'un programme d'installation. Et donc, ces jeunes-là portent les voix des jeunes et les OPR sont invités à proposer parmi les jeunes et à composer avec les élus qui sont déjà en fonction pour participer aux formations dans le cadre du parcours de formation dessous. Et donc, au niveau des OP membres dessous, on constate déjà ces changements que il y a une stratégie qui est propre à sous qui a permis de prendre en compte la relève. Et en parallèle, dès qu'on a l'opportunité, c'est qu'on développe des formations spécifiques aussi pour les jeunes, pour la prise de responsabilité. Par exemple, dans d'autres programmes, à part CEPOP, des projets avec RIFAR, sous-développent des formations pour la prise de responsabilité des jeunes à la formation. Donc, on tient compte que la préparation des relèves, c'est une préoccupation, mais ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est le développement d'un programme d'installation parallèle permet de préparer à la fois les relèves en tant qu'élus et les relèves en tant qu'exploitants agricoles familiales au niveau des OP. Et la question sur l'ingénierie de la formation, c'est une question cruciale aussi, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi qu'on travaille avec des centres de formation. Par exemple, les centres CEPA, c'est un centre de formation qui s'occupe de la formation des adultes à Madagascar, qui travaille avec SOU depuis des années. Nous, au niveau de SOU, SOU est membre de Pharmata aussi, qui bénéficie de tout ce qui est renforcement en termes d'ingénierie de formation de la part du réseau Phara international. Et donc, on ne peut pas prétendre de maîtriser tout ce qui est ingénierie de formation, mais même l'équipe en interne du SOU se renforce actuellement par rapport à tout ce qui est ingénierie de formation, puisque c'est vraiment important de mieux prendre en compte l'ingénierie de formation pour disposer des parcours de formation pertinents et efficaces. Et donc, pour répondre aux deuxième question d'Eric et de Tafti, par rapport aux contraintes budgétaires, c'est que les contraintes budgétaires sont parmi les contraintes qu'on rencontre tout au long de l'élaboration du parcours, les objectifs par rapport au parcours, ainsi que les déploiements des parcours de formation. Et donc, c'est là qui est important, c'est le développement des formations décentralisées, puisque le fait de décentraliser la formation, malgré les contraintes de mobilisation des personnels ressources de haut niveau, permet de répondre permet de diminuer un peu le coût de formation et cibler plus de participants. Et d'où l'idée aussi peut-être dans le prochain webinaire, c'est l'importance pour nous de
travailler sur une autre mode de formation, c'est les formations hybrides. Et donc, les formations en ligne permettent aussi de contourner cette contrainte. Mais donc, c'est parmi les choix envisagés par Chou. Et Chou sollicite l'appui de TAFDI par rapport au développement de cette forme de formation hybride pour réduire un peu le coût. Au niveau national, il y avait une réflexion par rapport à la mise en place d'un fonds phare pour soutenir la formation agricole et rurale à Madagascar, mais jusqu'à maintenant, cet objectif n'a pas encore abouti. Merci beaucoup, Rix, pour tous ces éléments de réponse. Je pense qu'on va passer à la... Je suis sûre que vous avez encore plein de questions et qu'il y a plein de choses intéressantes. Peut-être si vous pouvez également poser des questions dans le chat. Si on n'y répond pas lors de ce webinaire, on tâchera après d'apporter des éléments de réponse. On va maintenant laisser la place à la présentation de Formagri pour avoir également un temps pour les échanges à la fin. Merci. Tahir, je te laisse la parole pour faire la présentation. Merci. Oui, merci Adeline. Donc, je me présente et bonjour à tous. Et je me présente, Tahir Arman, un formateur à la Formagri. Je veux vous présenter la valorisation de l'expérience de Formagri sur la formation. Dans le contexte, c'est le pourquoi de l'université paysanne. Il y a faible capacité des leaders paysans à s'exprimer alors qu'ils sont incités à donner leur avis au niveau des différentes instances de concertation nationale. Il y a par exemple le FTA, au Fonds de développement agricole à Madagascar, la Chambre d'agriculture, et le CNAF par exemple. Ainsi, ils ont une forte affirmation pour s'engager dans la défense des intérêts des paysans. Actuellement, Formagri est constitué par deux équipes. L'Assemblée générale et aussi l'équipe technique. C'est une équipe technique réduite. L'Assemblée générale est constituée par les 6 OPF à Madagascar et il y a aussi l'Assemblée générale est constituée par ces 6 OPF à Madagascar et le CA est composé aussi des élus OPF. Donc, Formagri était constituée en 2001, mais elle était en difficulté financière en 2008 et 2009. Mais elle a repris en 2020 grâce à l'appui de CEPOP et FERT. Et aujourd'hui, il y a Formagri a pu former 9 promotions. Donc, de 2020 à 2024, il y a 9 promotions à Formagri. Mais qu'est-ce que l'université paysanne, ou on les appelle IPOC? Son objectif est de former et d'accompagner les leaders pour la défense des intérêts des paysans malgaches. De plus, à l'issue de la formation, les stagiaires puissent construire leur propre avis et leurs réflexions. Et cette IP a comme principe de donner les clés aux agriculteurs pour être à force de proposition et avoir une vision systémique de l'agriculture. La formation est ouverte à tous les élus et les techniciens des OPF et la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a la formation, les élus de tous les OPF sont bénéficiaires de cette formation. Il y a aussi les techniciens, en plus de ces OPF fêtières, il y a aussi la Chambre d'agriculture. La formation implique les stagiaires. Par exemple, il y a le choix de thème et le choix de calendrier. Dans le parcours de l'IP, le parcours se déroule en 6 sessions, suivi de la soutenance des élus à la fin du parcours. Il y a aussi l'accompagnement à la fin du parcours, plus précisément post-formation.
Ce parcours s'est divisé en deux sous-parcours, le renforcement des connaissances citoyennes et l'analyse des problématiques agricoles. Et par les sessions, c'est dure 6 sessions. Concernant les méthodologies de la formation, elle est basée sur la méthodologie de formation. Elle est basée sur la 5 hypothèses fondamentales de l'andragogie et se fait dans l'action. Au fur et à mesure de l'avancement de cette session, la méthode appliquée progresse aussi. Chaque action est source d'apprentissage au départ et à l'argumentation. Le formateur utilise aussi, lors de la formation, des outils spécifiques tels que la vidéo, les photos et les caricatures pour renforcer les explications. Il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux comme le Facebook pour accompagner les stagiaires dans l'élaboration de leurs notes de proposition. Il y a deux aspects sur le déroulé d'une session. Il y a d'abord l'apport de connaissances et la mise en pratique. L'apport de connaissances est réalisé à l'aide de la formation en salle et l'apprentissage de l'argumentation effectué par les formateurs ou les intervenants à la formation. Il y a aussi la mise en pratique qui se fait à l'aide des travaux de groupe et la table ronde. Et la table ronde, c'est ce que nous voyons sur la photo de droite. À chaque session de formation, la forme agricole apporte toujours avec les intervenants extérieurs. Il s'agit des représentants des ministères concernés pour expliquer la politique et la stratégie de l'État. Donc, premièrement, il y a les représentants des ministères pour expliquer la politique et la stratégie de l'État. Il y a aussi les spécialistes ou les responsables des projets, programmes ou des chercheurs ou d'autres spécialistes ou d'autres techniciens pour apporter plus d'informations aux stagiaires. Il y a aussi les élus paysans pour les témoignages. Ces intervenants interviennent lors de l'apport de connaissances en formation en salle et aussi en tant que membres de jury lors de la soutenance. Spécifiquement, lors de la visite d'essence, les stagiaires font de la pratique auprès des responsables politiques et professionnels tels que le ministre, les parlementaires, pour la mise en pratique des défenses des intérêts des paysans. Il y a dans la photo que nous voyons aussi la présentation d'un stagiaire auprès du ministre de l'Agriculture et la présentation aussi des stagiaires auprès des sénateurs de Madagascar. En termes de réalisation maintenant, l'effectif maximum se trouve en 2022, parce qu'en 2022, il y avait 4 promotions et 20 sessions que le format GRI a fait. En moyenne, l'Université paysanne a pu former plus de 26% de femmes et 49% de jeunes. Au total, 189 stagiaires sont formés depuis l'année 2020. Et ensuite, pour l'économie de la formation, le coût des stagiaires se trouve aux environs de 750 € par stagiaire. Ce coût comprend la restauration, l'hébergement, le déplacement des stagiaires et le fonctionnement de l'équipe et les conseils d'administration aussi. Donc, il y a dans ce coût le fonctionnement de l'administration de format GRI aussi. Il y a les stagiaires qui participent financièrement par la cotisation de leur OP, les déplacements locaux et les repas sur la route. Pour la synthèse du bilan de 2020 à 2023, cette synthèse permet aux enquêtés de dire des constats positifs. Il y a plusieurs constats, mais on a synthétisé ici les constats qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Il y a l'UP, dans cette synthèse, l'UP est reconnu par tous
et elle est originale. Elle est originale parce qu'elle permet des vraies découvertes, parce qu'elle présente un intérêt collectif et individuel, parce que c'est une université et parce que c'est la seule institution de cette nature à Madagascar. Donc, l'UP a beaucoup d'avenir. L'UP est appréciée par le fait qu'elle mêle élus et techniciens dans la formation. Elle est aussi appréciée par sa méthode d'andragogie, par son apport des connaissances citoyennes aussi, et par le développement des relations intereuropéennes. L'UP incite les leaders à prendre la parole en dehors de son milieu habituel. Et pour les points positifs et les points négatifs de l'UP, pour les points forts, le point fort du format cru réside sur la bonne connaissance des formateurs de son public et l'environnement agricole. Les formateurs ont reçu en permanence le renforcement des capacités. Donc, il y a toujours la formation donnée aux formateurs. Donc, c'est les formateurs bien renforcés dans ce cas. Sur les points faibles, il y a la contribution financière des stagiaires et leurs OP. Donc, cette contribution est faible. De plus, l'UP devient une opportunité pour donner des services de formation de leaders pour certains OPF qui n'ont pas ce service à la base. Il y a aussi le problème de mobilisation des agents du ministère ou des fonctionnaires au niveau de l'État. C'est le problème de l'indemnité. Il y a aussi l'insuffisance des stagiaires techniciens qui accompagnent les élus pendant les intercessions pour pour accompagner les stagiaires et construire leurs notes de présentation à la fin de la formation. Et à la fin, pour les points de vigilance, il faut dire que l'intervalle entre les sessions ne doit pas dépasser les 2 mois pour ne pas recommencer à zéro. Dans la sélection des informations, il faut poser des questions si les informations répondent bien aux interrogations des stagiaires sur le sujet des connaissances citoyennes, si les informations apportent des bagages nécessaires aux stagiaires pour pouvoir intervenir dans le débat et défendre l'intérêt des agriculteurs. Il faut bien préparer les intervenants en formation et à la table ronde. Il faut donc bien préparer les termes de référence de ces intervenants avant leur intervention dans la formation en salle et pendant aussi la formation sur la séance de table ronde. Il faut adapter la méthodologie et l'approche selon la composition et le niveau des stagiaires, toujours vérifier l'engagement des OP et des stagiaires, mettre l'accent sur l'importance du suivi des actions de plaidoyer des stagiaires à l'issue des parcours, garder le contact et il faut être à l'affût des informations pour le suivi des stagiaires, apport de connaissances et la mise en pratique vont de pair. Il y a aussi le rôle différent du technicien et des élus. Donc, c'est la fin de ma présentation et je vous remercie. Merci Tahir pour cette présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, même principe que tout à l'heure, si vous pouvez lever votre main, poser vos questions. Oui, si c'est Bakary, toujours. Les autres sont timides. Donc, mais vous pouvez poser votre question, oui. Ok. Merci de cette présentation. Il y a un élément que je n'ai pas très bien saisi. J'ai bien apprécié la démarche, mais c'est le volet soutenance. J'ai compris que
Les stagiaires doivent soutenir et après ils sont accompagnés. Oui, c'est bien. Maintenant, la question que je me pose est cette soutenance à quelle valeur en réalité? Est-ce, bon, on soutient, on a un diplôme, je vois à la fin là, les gens de diplôme, oui, c'est bien. C'est à quelle valeur en réalité? Est-ce que ça, est-ce une ouverture pour de nouvelles positions pour les apprenants? Je ne sais pas, comme un diplôme qu'on reçoit, je ne sais pas. Mais j'ai apprécié quand même l'intégration hein, avec le contexte national parce que c'est les gens du ministère de l'Agriculture qui accompagnent, qui font tout ça, ça c'est bien. Mais la valeur de ces diplômes, ces soutenances, c'est un peu ça ma préoccupation. Merci. Merci pour votre question. Donc, je vais prendre aussi donc une petite série de questions. Il y a une question, je pense, de Traoré Estelle. Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? Oui. Merci bien. J'avais deux petites questions. La première, je voulais savoir c'est à quel but c'est la soutenance. Bakary vient de parler de ça. Je voulais voir pourquoi cette soutenance et à quoi ça sert. Et la deuxième question, j'ai vu que les apprenants contribuent, participent financièrement à leur formation. J'ai vu qu'ils ont relevé ça et après, j'ai vu ça comme une faiblesse également. Bon, je voudrais savoir bon, comment ils sont arrivés à ce que les apprenants contribuent, quelle a été leur stratégie qu'ils ont mis en place et pourquoi c'est une faiblesse en même temps aussi. Merci pour votre question. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais là, je ne vois plus. Je ne sais pas s'il y a une autre question. N'hésitez pas. Bon. Oui. Alors, j'ai pas le nom. Je vois HP Pro. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question également. Je ne sais pas, le participant qui a levé la main, vous pouvez poser votre question. Excusez, c'était une ancienne, mais c'est ma mère. C'est pas PC là? Non, c'est un autre participant. OK. Excusez-moi, j'ai perdu l'écran. Bon, mais Tahir, je vais te laisser répondre aux questions. Donc, il y a une question sur la soutenance, à savoir quelle est cette valeur de la soutenance et après comment se passe l'accompagnement des stagiaires. Et une autre question sur la participation des apprenants à la contribution des apprenants pour la formation. Oui, merci Adeline. Pour la soutenance, ça se passe à la fin de la formation. Donc, c'est à la fin des 6 sessions. Il y a la soutenance à la fin de ces 6 sessions. Quelle est la valeur? La valeur, c'est encore un exercice auprès des membres des jurys. Les membres des jurys sont composés des fonctionnaires, des représentants des ministères, représentants aussi peut-être des projets programmes et des professionnels sur le sujet. Donc, c'est déjà un exercice pour les stagiaires fait des entraînements pour défendre les intérêts des stagiaires, intérêts des paysans. Ils font aussi, dans ce cas, les argumentations
lors de la préparation de cette soutenance, il y a toujours la construction des argumentaires avec les techniciens et les formateurs de Formacry. Donc, c'est cette soutenance qui est l'occasion pour les stagiaires. Ce sont les stagiaires élus, mais non pas les stagiaires techniciens qui font la soutenance. Donc, cette soutenance, c'est une occasion pour défendre les intérêts des paysans et pour donner aussi des solutions aux sujets qu'il associe. Et deuxièmement, sur la contribution des stagiaires pour la formation et à la contribution des stagiaires, tout d'abord la contribution des OPF membres, parce qu'il y a 6 OPF, Organisation Paysanne Fêtière, membres de Formacry à Madagascar. Donc, ces 6 OPF participent en termes de cotisation pour Formacry. Il y a aussi la participation de ces stagiaires en termes d'apport, par exemple le frais de déplacement, les repas sur la route, et parce qu'il y a par exemple des stagiaires qui font la route pendant 2 jours pour arriver sur le lieu de formation. Donc, c'est pertinent aussi cette participation. Pour Formacry, le déplacement, la prise en charge des déplacements se fait au niveau des chefs-lieux de région. Donc, le déplacement local, c'est-à-dire le déplacement du village jusqu'au chef-lieu de région, c'est à la charge de l'OP ou à la charge du stagiaire seulement. Il y a aussi la question sur l'accompagnement des stagiaires. Après la formation, il y a toujours accompagnement des stagiaires, mais vu que Formacry est formé par une petite équipe, la petite équipe n'arrive pas à accompagner tous les stagiaires parce qu'on a actuellement 189 stagiaires élus et techniciens confondus. Donc, il faut, le Formacry appelle et collabore avec les opérateurs d'origine. Donc, ces opérateurs d'origine qui font leur suivi accompagnement sur place et en relation avec Formacry. Mais néanmoins, il y a un peu de lacune sur cet accompagnement parce que là maintenant il y a encore de problèmes sur ce accompagnement. Il y a faible la fluidité des informations de OPR jusqu'à Formacry, mais nous sommes actuellement en cours de bien caler cet accompagnement. Il y a aussi l'accompagnement qui est fait par réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, comme le Facebook, on a fait des accompagnements par Facebook aussi. Il y a le témoignage des leaders paysans sur ce Facebook et tous les stagiaires se trouvent dans un même groupe de Facebook. Merci. Donc, je vais juste prendre une question qui est dans le chat. On a une question d'Agathe Guissou de Fert au Burkina Faso. Est-ce qu'après la formation, les producteurs, en fait, ils sont installés, ils reçoivent un kit d'installation. Est-ce qu'ils bénéficient d'un suivi post-formation? Il y a peut-être il faut bien repréciser peut-être la formation, puisque c'est bien sûr de la formation au leader. Donc, en fait, c'est pas pour installer des agriculteurs. Donc, il n'y a pas de kit d'installation, je pense. Ensuite, on a une question de Fidèle Condiano. Pour le parcours de formation avec Formagri, existe-t-il un pan de formation impliquant les périodes
les responsables en charge des formations et le mécanisme d'évaluation des leaders participants. Je sais, Zahir, pour Formagri, on demande est-ce qu'il y a un un plan de formation avec des périodes spécifiques en fait sur ce plan de formation et sur les responsables qui sont en charge de la formation. Du côté de Formagri, il n'y a pas de plan de formation établi d'avance, ni de période spécifique, parce que ce sont les stagiaires qui définissent les thèmes de formation aussi bien pour la connaissance citoyenne que pour les dossiers agricoles, les problématiques agricoles. Donc, c'est eux qui choisissent les thèmes selon leurs préoccupations, leur vécu sur place, et en même temps la période. Ce sont les stagiaires qui définissent les dates parce que nous, on respecte les périodes culturelles et puis les périodes de pluie où les stagiaires ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est eux qui définissent tout ça. Et c'est là le premier apprentissage d'argumentation et de concertation entre les stagiaires. Parce que chacun va proposer des thèmes, chacun va proposer une date, et c'est à chacun d'argumenter pour que les autres adhèrent à ces propositions. Merci Solange. Une dernière question, peut-être, est-ce qu'il y a une limite d'âge dans les critères de sélection pour les participants? Alors, dans les critères de formation, Formagri, avec le CA, avec son CA, a établi plusieurs critères. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, mais des exigences pour que ces stagiaires aient déjà... Ah, on a été coupé, il me semble, Solange. On n'a pas entendu la fin de ta phrase. Mais Adeline, si je peux me permettre, il y a une coupure d'électricité en Siravé, là. Ah, Et j'ai bon. peur que Solange ait été coupée. Bon, on va arriver, je pense, de toute façon, à la fin de notre webinaire. On va faire la synthèse. N'hésitez pas, oui, effectivement, je précisais que Solange est directrice de Formagri. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les poser dans le chat, ou même si vous voulez partager des expériences, à nous l'indiquer dans le chat afin qu'on puisse revenir vers vous. Et après, puisque suite à ce webinaire, nous allons faire une note de synthèse. Et donc, ça nous permettra de pouvoir prendre en compte les contributions de chacun. Donc, n'hésitez pas soit à nous indiquer dans le chat, soit directement à nous envoyer par mail. Donc, au niveau peut-être de Florian ou de mon adresse mail, on vous indiquera l'adresse mail sur la dernière slide. Alors, en synthèse sur les deux expériences qui nous ont été présentées de Madagascar, on voit qu'on a deux dispositifs complémentaires. D'abord, à travers le réseau SOU, qui est une formation d'éditeurs en interne au réseau, et qui inclut à la fois des thématiques de gestion de l'OP, rôle des élus, structuration, gouvernance, et également des thématiques liées au plaidoyer et au syndicalisme, alors que Formagri est un dispositif inter-OP qui est ouvert à l'ensemble des OP fêtières. Et donc, puisqu'il y a également des OP qui font partie du réseau SOU qui peuvent participer aussi, et qui est donc plus avec un focus sur le syndicalisme et le plaidoyer. On a pu voir également qu'il y a donc des fondamentaux communs partagés par les deux expériences. Tout d'abord, d'avoir une formation basée sur une gouvernance paysanne, une formation qui soit bien adaptée aux besoins des élus et adaptée aux stagiaires, donc qui nécessite aussi beaucoup de souplesse pour pouvoir prendre en compte les différents besoins, les différents niveaux, types de stagiaires qui participent à la formation. Également, comme le soulignait Solange, de pouvoir s'adapter aussi aux périodes qui sont les plus favorables pour ces formations. Une formation dans l'action, que ce soit à travers les différentes tables rondes, travaux de groupe, l'intervention de personnes extérieures, mais également après dans
dans l'accompagnement, donc ce qui nécessite aussi de pouvoir suivre les personnes formées et pouvoir les accompagner même après la formation si elles le nécessitent par rapport aux problématiques qu'elles rencontrent dans leur vie de leader. Donc ce suivi accompagnement post-formation qui est très important pour pouvoir s'en assurer. Dans les enjeux communs, c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué ici, mais on voit bien qu'est apparue la problématique de la relève et la formation des jeunes sur la thématique de formation aux leaders paysans. Une thématique également sur le financement de la formation et comment assurer la durabilité, la pérennité de ces dispositifs de formation. Également sur comment suivre l'impact de la formation, même s'il y a un suivi accompagnement sur ces élus, ces leaders après la formation, comment ça s'assure de l'impact qu'a eu cette formation dans leur vie de leader. Et également d'arriver à construire la relation élu-technicien qui est aussi très importante dans la vie des OP et dans la vie de leader. Pour la conclusion, je vais laisser la parole à Florian pour pouvoir conclure ce webinaire. Oui, alors, bon, déjà, je voulais remercier tous les intervenants du webinaire, donc les intervenants du réseau SOU, de Formagri. Remercie également Adeline pour la modération, ainsi que tous ceux qui ont intervenu, qui ont posé des questions, qui ont pu faire en sorte qu'on puisse vivre ces moments de partage sur cette thématique. J'ai vu aussi qu'il y avait à un moment donné pas loin de 80 participants à ce webinaire. Donc voilà, ce qui montre que c'est je pense, une thématique qui intéresse de nombreux collègues, de nombreuses personnes au sein de l'Alliance, que ce soit au niveau des organisations paysannes ou des agri-agences. Et personnellement, voilà, c'est des choses qui nous motivent à continuer ce type d'initiative. Donc, comme je l'avais dit en préambule, nous avons, donc ici c'était le premier webinaire d'une série sur à la fois la thématique de la formation des leaders paysans, mais également sur l'accompagnement économique et l'accès au financement. Donc le prochain webinaire, il a été programmé le 16 septembre 2024 sur la même tranche horaire, donc de 15h à 16h15. Le titre du webinaire, la thématique qui sera abordée, c'est l'accompagnement des jeunes et des femmes dans la prise de responsabilité au sein de l'OP grâce à la formation des leaders. Donc, l'idée, en fait, ça va être, à partir du deuxième webinaire, de pouvoir donner à chaque fois un webinaire par mois jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en fin 2024. On va essayer que ça tombe à chaque fois sur un mardi, donc le prochain webinaire du 16 sera l'exception. Et donc, les dates vous seront communiquées avec les thématiques des webinaires dès qu'elles seront connues et dès qu'on aura plus de visibilité là-dessus. Je profite également de ce temps de parole pour faire encore un dernier appel. Donc, quand on vous enverra la liste avec tous les webinaires et le calendrier, s'il y a des collègues des agri-agences ou des organisations paysannes qui pensent ou qui aimeraient partager des expériences au sein des webinaires, ils n'hésitent pas à me contacter, moi ou Adeline. Donc, on va mettre, je vais mettre directement la slide. Vous allez voir nos adresses email. On termine également, c'est un peu la coutume, avec un questionnaire de satisfaction. Donc, ça aussi, ça va nous être très utile pour l'organisation des prochains webinaires. On aimerait savoir déjà si celui-ci vous a plu, si le format avec 2 expériences partagées était bien, si c'était trop court ou si au contraire, vous aurez vu les choses un peu différemment. Donc, n'hésitez pas voilà, à répondre au questionnaire via le QR code que vous voyez ici, et à nous faire part de toutes vos observations ou vos remarques pour qu'on puisse s'améliorer dans le futur.
Donc voilà. Je pense que à ce stade, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer le webinaire là-dessus. Je vais quand même laisser un peu de temps pour que chacun puisse prendre en photo le QR code pour qu'il puisse nous aider à répondre. Mais sinon, voilà, à part si Adeline, tu as aussi un dernier mot pour conclure ce webinaire. Non, mais je voulais remercier tous les participants et puis nos deux intervenants qui ont bien respecté le timing et qui ont pu partager leur expérience. Je vois que Anne aussi, tu souhaitais ajouter un mot. Ouais, moi, je veux vous remercier tous les deux, Florian et Adeline, parce que vous avez porté ce premier webinaire de capitalisation sur les fonds baptismaux, comme on dit. Donc, on espère que les autres suivront et que surtout, ça va enrichir nos actions pour mieux accompagner les agriculteurs, puisque c'est finalement notre mission et notre projet à tous. Donc, merci à vous deux. Merci. Ma collègue Shamsatou vient de me rappeler quelque chose de très important. On aurait voulu communiquer sur ce webinaire et pour ça, rien de tel qu'une photo de famille. Donc, je demanderai à tout le monde si on peut, si vous pouvez ouvrir votre caméra et qu'on puisse ensemble faire un screenshot de la séance. Comme ça, on pourra faire une communication sur les réseaux sur ce premier webinaire. Pas demander le droit à l'image, Florian. Oui, c'est bien sûr si ça va pour tout le monde. Alors, je vais voir avec ma collègue si elle est prête. Allô? Là. Alors, tout le monde sourit. Voilà, c'est dans la boîte. Merci à tous. Merci à Adeline, merci à tous les intervenants. Et en espérant vous voir aussi nombreux pour le prochain webinaire qui aura lieu en septembre. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci et au revoir tout le monde. Hapana, lu- para